ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité de ce dimanche pour lequel je reçois pour vous Sa Majesté Djoma Mousso, à l'état civil Yves Novillon Gbagidi. Il est biologue, biopharmacien et président de l'ORITRAB qui signifie Organisation des intellectuels traditionnels du Bénin. Bonjour à vous. Bonjour mon cher Takade. Merci d'avoir accepté l'invitation pour une seconde fois. C'est à moi de vous remercier et remercier tous les téléspectateurs de ESAE TV. Avec vous, vous êtes tradipraticien, on parlera de la biopharmacie, on parlera de la spiritualité africaine. L'autre fois que vous avez reçu par ici, vous avez parlé un peu de sorcellerie, les internautes m'ont interpellé un peu par rapport à ça, on en parlera. Et vous êtes reconnu sur la toile comme spécialiste de questions de blocage et déblocage. On en parlera également au cours de cet entretien de ce dimanche. Alors, d'entrée de jeu, dites-nous, vous êtes président de l'ORITRAB. L'ORITRAB, c'est quoi? En fait, l'ORITRAB, c'est une organisation des intellectuels traditionnels du Bénin, une structure qui travaille... Pourquoi intellectuel traditionnel du Bénin? Pourquoi cette précision? Intellectuel traditionnel du Bénin, nous appelons intellectuel traditionnel toute personne disposant d'un savoir endogène, pouvant l'exposer ou l'expliquer dans sa langue. Voilà, ce sont les savants, ceux qui disposent des recettes, ceux qui disposent des solutions de satisfaction des 5 besoins fondamentaux dans notre culture qu'on peut promouvoir. Lesquelles solutions nous pourrions perfectionner. Voilà. Alors, l'ORITRAB, à ce jour, comporte combien de membres? Est-ce qu'il y a un recensement qui a été effectué par rapport à cela? L'ORITRAB est une structure naissante. C'est une structure qui a un bureau national de 21 membres, des bureaux départementaux de près de 60 membres et des bureaux communaux qui font jusqu'à 385 membres. L'ORITRAB est en réalité dirigé par 466 personnes. Je ne parle pas des adhérents. Donc c'est une structure qui a maillé le pays, qui se chargera d'édifier, qui se chargera d'aider les tradis praticiens à éclore leur génie et à vivre de leurs œuvres. Parce que nous estimons que c'est inadmissible que les Occidentaux qui ont fabriqué peut-être le paracétamol, le Doliprane et autres vivent entre 2 avions dans des hôtels luxueux et dans une vie luxueuse, et que le pauvre type qui dispose d'une potion qui sert à traiter l'hémorroïde ou le paludisme ou le diabète vive dans la précarité, la disette. Le manque d'une organisation structurelle adéquate pouvant l'aider à éclore son génie, pouvant lui montrer le carnaval, les chemins qu'il faut suivre, la procédure qu'il faut accomplir jusqu'à mettre son créatif qui constitue l'artefact de sa culture pour y vivre, faire que ces gens-là vivent dans la disette. Alors, l'ORITRAB se veut être aussi une structure qui travaille dans la promotion de nos valeurs culturelles et endogènes, intervient aussi dans les conflits, intervient surtout pour aider à bénéficier, à vivre des solutions aux différents problèmes que la nature nous impose, inventés dans notre culture. Inventés dans votre culture. Alors tout à l'heure, je vous ai présenté comme biopharmacien. La biopharmacie, à quoi cela sert véritablement? Vous savez, c'est ce qui est fabriqué à l'aide d'une plante ajoutée sur une plante, ajoutée à tacon et de la parole. Alors, ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle le gris-gris. Alors, donc, il y a toute forme de gris-gris que nous appelons beau. C'est les Occidentaux qui ont désigné le truc par beau, gris-gris. Chez nous, c'est beau. Alors, il y a des beaux qui constituent des solutions à des maladies. Vous comprenez?
il y a des baux qui constituent des solutions pour dénouer des situations sociales. L'ensemble de cet arsenal-là, de toute cette forme de déité que nous avons, qui constitue des amulettes, qui constitue, comment on appelle, des plantes médicinales, constitue ce qu'on appelle baux, et l'ensemble fait beau pharmacie. Alors, là où on regroupe tout ça, là, c'est une pharmacie. Mais la pharmacie du beau, on parle de beau pharmacie. Moi, je suis un beau pharmacien parce que lorsque vous rentrez dans mon officine, vous trouverez toute forme de beau, par exemple. Voilà. Quel type de beau peut traiter les maux de tête? Quel type de beau peut traiter peut-être quelqu'un qui souffre de l'épilepsie? Quel type de beau on peut utiliser, par exemple, pour combattre les terroristes? Alors, voilà pourquoi on parle de beau pharmacie. On parle de boologues, ceux qui travaillent sur le beau, ceux qui font des recherches sur le beau. Ceux qui travaillent sur le beau, ceux qui font des recherches sur le beau. Alors, comment contribuez-vous à la promotion des valeurs endogènes? La promotion des valeurs endogènes, c'est d'abord pouvoir assainir cette corporation, de disposer d'une structure légale dans laquelle les tradis praticiens pourraient s'inscrire, les aider à l'émancipation, les aider à comprendre à quoi peut servir les créatifs, le savoir endogène qu'ils disposent et comment ils pourront vivre de ces savoirs endogènes. C'est de cela qu'il est question. De cela qu'il est question. Mais il y a quand même des associations qui se recoupent déjà sur le terrain pour réorganiser. Est-ce que ce que vous faites là, c'est en concert avec les associations existantes? Tout à fait. Vous savez, quand une association naît, il doit y exister une variante. La plupart des associations existantes sont des associations fêtières qui sont là, juste peut-être pour enregistrer des gens dans une corporation, délivrer des badges, délivrer des attestations. Et lorsqu'il y a une fête ou un événement, l'État central invite ces associations à se faire représenter. Mais nous devons aller au-delà de cette méthode de fonctionnement-là. Aujourd'hui, les tradis praticiens doivent comprendre que dans le domaine de la pharmacie, ils doivent œuvrer pour apporter de plus-value à l'État central. Vous voyez, lorsque vous allez dans nos officines, 99% de tous les produits qu'on trouve dans ces officines-là, ça vient de l'Occident, alors que le marché de la médecine et de la pharmacie nous appartient. Les tradis praticiens, nous devons commencer par les émanciper à pouvoir tenir un registre, à pouvoir inscrire nom et prénom et toute forme de pathologie qu'ils traitent. Et tout ce qu'ils administrent comme soins doit disposer de traçabilité. Et à la fin de l'année, on pourra présenter un registre qui constitue une unité statistique exploitable par l'État central pour voir la visibilité de tout ce que fait notre culture. Par ailleurs, les gens ne viennent pas chez nous sans rien payer. Alors, la culture occidentale qui nous envoie les médicaments que vous voyez dans les pharmacies, quand on vend les produits, on prélève des taxes, on prélève des impôts. Et c'est ça qui constitue à réaliser les routes, les hôpitaux, les écoles et autres. Mais les tradis praticiens chez nous ici, tout ce que nous fabriquons, quand nous vendons, nous bouffons tout. Nous ne contribuons pas au budget national. Mais comment faire pour que l'État central s'intéresse aux tradis praticiens et puisse les autoriser maintenant à mettre les produits sur le marché? C'est de cela qu'il est question. Il faut pouvoir émanciper les tradis praticiens, pouvoir les convaincre à comprendre que le client qui quitte chez lui passe sur le goudron, est soigné par les hôpitaux de l'État. Son enfant va dans les écoles financées par l'État, subventionnées par l'État. Et il part dans la nuit en sécurité. Alors tout cela a un prix et il doit pouvoir comprendre qu'il doit cotiser, dégager un pourcentage à titre de taxe ou d'impôt sur la prestation qu'il réalise. Et c'est lorsque, à la fin d'une année par exemple, nous établissons un registre, un grand livre qui montre tous ceux qui sont passés chez les tradis praticiens de l'Oritrab. Et nous présentons un chiffre d'affaires. Mais lorsqu'on sait que la plupart des gens qui viennent chez vous, les tradis praticiens, viennent pour des questions parfois personnelles, en dehors de ceux qui ont des maux de tête ou de l'épilepsie, mais pour des questions personnelles, est-ce que ce ne serait pas une entorse à la confidentialité de publier leur nom par rapport à ce qui les a amenés vers vous? Mais lorsque vous souffrez de gonocoxie et vous allez chez la médecine moderne, c'est confidentiel aussi. Alors, c'est une barrière que nous devons sauter parce qu'il n'y a rien de confidentiel. Il y a le secret professionnel que le tradit praticien peut garder. Mais dire que M. Cadet est venu chez moi tel jour, à telle heure et a une difficulté, et quel type de difficulté? Il y a le jargon professionnel qu'on peut dire.
Alors, lorsqu'on parle de blénorragie, par exemple, tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire. Lorsqu'on parle de gonocoxie, tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire. Lorsqu'on parle de chaude pisse, tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire. D'accord. Donc, il y a des noms de code qu'on peut mettre. Et ceux qui savent exploiter ces données-là pourront l'exploiter. Mais c'est le jour où la tradipratie, la médecine traditionnelle va disposer d'unités statistiques exploitables, visibles par l'État central, que l'État central peut constater, comment on appelle, à quoi sert la médecine traditionnelle. Notre culture propose effectivement des solutions efficaces. Si la culture ne propose pas des solutions efficaces, où avons-nous trouvé l'argent pour venir verser dans les caisses de l'État? Ce sont ces deux aspects qui vont permettre à l'État central de considérer et de légiférer davantage, et de légaliser l'activité. Parce que lorsque vous ne servez à rien à l'État central va vous laisser fonctionner dans l'illégalité et ne cherche pas, à vous reconnaître officiellement. Ce que vous dites est assez intéressant, mais dans la pratique, est-ce que l'effectivité serait facile? Lorsque l'on sait par exemple que la plupart des produits que vous manipulez, les gris-gris, si on peut les appeler ainsi, parfois ont des totems, c'est-à-dire si tel n'est pas initié, ne pas toucher, sinon ça désactive le gris-gris ou ça a tel impact sur le gris-gris. Est-ce que vous souhaitez là maintenant que désormais on ait des pharmacies, des beaux pharmacies par exemple? Oui, mais vous voyez... Oui, mais lorsqu'on aura les beaux pharmacies, en dehors de ce qu'on voit ordinairement chez vous et les autres, chez vos compères également, vos confrères, à leur cabinet, de part et d'autre, en dehors de cela, est-ce que vous voulez que soit exposé tout type de produits? Mais tout à fait. Vous parlez de profaner ou bien qu'on ne peut pas garder le produit, il faut respecter des conditions. Mais citez-moi un seul produit de la médecine moderne qui n'a pas de contre-indication, qui n'a pas d'effet secondaire. Et tout produit a ses permis, c'est défendu. D'accord. Dans notre culture, par exemple, il y a des produits, par exemple, excusez-moi le terme, vous ne pouvez pas être en menstrué et approcher ces produits-là. Notre culture doit commencer par former des auxiliaires de beaux pharmacies, c'est-à-dire la culture doit créer le type d'emploi adapté à ses besoins. D'accord. Aujourd'hui, si au niveau de la pharmacie moderne, les auxiliaires de pharmacie moderne, on va pour une formation, non? On se forme pour venir prêter un service, non? De la même manière, celui qui doit travailler dans la beau pharmacie, on doit former cette personne à connaître les permis et les défendus, les interdits et les principes spirituels qu'il faut respecter. Donc c'est une question de travail. Et ce travail-là, c'est des intellectuels traditionnels qui pourront le faire. Et ce sont ces intellectuels traditionnels qui vont pouvoir créer l'Académie de la culture africaine. Et de l'Académie de la culture africaine va sortir de nouveaux emplois. Voilà. De nouveaux emplois. Alors, tout à l'heure, je disais en entendant cette émission que vous êtes reconnu pour vos spécialités de blocage et déblocage. Ça entre dans le cadre de cet entretien, évidemment, par rapport à la promotion des valeurs endogènes et culturelles. C'est vrai, on va y revenir tout à l'heure. Mais lorsqu'on parle de blocage et déblocage, qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers cette thématique-là? Vous savez, M. Cadet, dans la vie sociale, lorsque vous avez de contre-performances dans votre vie, lorsque vos activités ne prospèrent plus, lorsque vous constatez que oui, vous souffrez d'un problème de chômage, lorsque vous avez vos foyers disloqués, lorsque vous constatez que oui, vous avez de méventes et vos performances sont en décroissance dans la vie sociale, on parle de blocage. D'accord. Et on parle de déblocage lorsque on tente de donner une solution, comment on appelle, à cette situation de blocage. Mais si nous allons définir le blocage, la plupart des gens vont dire, oui, blocage, c'est lorsque vraiment je ne vends plus bien au marché, je n'ai pas un bon emploi, je ne trouve pas de mari, je ne trouve pas de femme, comment on appelle, je suis allé à un entretien d'embauche, on ne m'a pas recruté, voilà, je suis allé à un concours, j'ai échoué, si ça, là. Mais le blocage est plus profond que ça. Et si vous voulez que j'en donne un peu d'explication, je vais vous en donner. Non, allez-y. Vous savez, le blocage est la pathologie spirituelle la plus compliquée, la plus complexe à dénouer. L'entité que nous formons en tant qu'homme, l'homme est constitué d'âme, de sang, de chair. Vous me suivez? Oui. Alors, l'âme de l'homme vit dans le sang. Le manteau que porte
L'âme, c'est le sang. L'habit que porte l'âme, c'est le sang. Le manteau que porte le sang est la chair. L'unité âme, sang, chair porte un habit. Et cet habit-là, c'est la nature. Alors, un peu comme nous respirons de l'oxygène, et ça va dans nos poumons, et nous expirons, et ça sort du CO2, c'est comme ça aussi l'âme respire. L'âme respire et vit de quoi? D'information. Et lorsque on dit que Dieu te bénisse, cette information part de la périphérie de notre chair, rentre dans la chair, va dans le sang et va au niveau de l'âme. Alors, il y a blocage lorsqu'il y a cessation de flux de vibrations spirituelles entre le monde extérieur vers l'âme. Et pour que ce blocage s'installe, il faudrait que les canaux par lesquels le signal spirituel, l'onde spirituelle puisse passer pour atteindre votre âme, ce canal est bloqué. Alors, ce canal a un orifice qu'on appelle pore. Donc, c'est les pores spirituels. Lorsque vos pores spirituels sont bouchés, d'informations spirituelles ne peut plus passer de votre chair vers votre âme. Vous pouvez aller chez n'importe quel type de bokono pour faire le fa. Si on ne débouche pas les canaux spirituels, le prêtre va prier tout le temps, le pasteur va prier tout le temps, vous irez chez l'astrologue, vous irez chez toute forme d'homme spirituel, on va faire toute forme de libation possible pour vous. Vous allez entendre les gens vont vous dire, je suis allé chez le bokono, on m'a fait le fa, on m'a fait tout, mais c'est toujours la même chose. Je suis allé chez le pasteur, on a prié. Je suis allé chez Alpha, on a fait tout, mais toujours, je suis bloqué. Oui, c'est l'ignorance de cette pathologie spirituelle qui fait que les gens se gaspillent leur argent dans ça. Mais qu'est-ce qui amène cette pathologie-là? Quels sont les fondements de cette pathologie? Tout à fait, c'est une belle question. Il y a 4 choses qui peuvent imposer le blocage à quelqu'un. Le blocage, je l'ai déjà expliqué, que c'est lorsque les pores spirituels sont bouchés. Il n'y a plus de flux spirituel qui quitte le monde extérieur vers votre âme. Quand on dit que Dieu te bénisse, ça ne peut pas aller vers vous. Alors, première des choses, c'est les lois de la nature. La nature a des lois. Lorsque, à perpétuité, à tout moment, vous mentez, c'est vous qui tuez, c'est vous qui volez, c'est vous qui cherchez la femme d'autrui en permanence, cela crée des situations psychologiques et spirituelles sur vous. Et ça génère des sédiments spirituels. Et ces sédiments spirituels commencent par boucher vos pores spirituels. Ça, c'est les lois de la nature. Deuxième, une petite parenthèse au niveau de la violation des lois de la nature. Vous-même, en tant qu'être, vous devez chercher à vous connaître. Vous devez utiliser, par exemple, le fa, pour savoir sur quel signe de foi vous êtes né. Quels sont vos interdits? Vous avez vos totems que vous ne devez pas violer. D'autres personnes, par exemple, peuvent utiliser l'astrologie pour connaître leur horoscope. Et à base de leur horoscope, ils peuvent déjà savoir quel type de tenue ils doivent porter et quel type de repas ils doivent prendre. D'autres personnes peuvent utiliser leur groupe sanguin. Ça dépend de quelle formule. Est-ce que l'horoscope est lié à nos traditions, à nous? Tout à fait. Je ne veux pas me mettre, comment on appelle, à coller notre tradition à l'horoscope. Chacun est libre de croire. Si quelqu'un est chrétien, par exemple, et choisit croire en horoscope, mais il va utiliser l'horoscope pour se connaître soi-même. Vous croyez en l'efficacité? Oui, mais c'est une science, l'horoscope. Alors, chez nous, par exemple, dans notre culture, on ne parle pas de science parce que les gens n'arrivent pas à expliquer les choses. Et ce que je suis en train de vous expliquer, il y a intérêt à le suivre. J'ai parlé des lois de la nature. Lorsque vous violez les lois de la nature, cela crée des sédiments spirituels qui bouchent vos pores spirituels. J'ai parlé de personnes qui sont avec les femmes d'autrui. J'ai parlé de vous qui tuez les gens. J'ai parlé de vous qui volez, vous qui mentez à hauteur. Les lois de la nature, il faut chercher à les connaître et les respecter. En dehors des lois de la nature, connais-toi toi-même, tel le dit Socrate. D'accord. Cherche à te connaître. Cherche à savoir qui tu es pour Dieu sur terre. Ça, c'est les lois-là. La deuxième cause, c'est la sorcellerie. Alors, la sorcellerie peut boucher vos pores spirituels, peut boucher les canaux par lesquels des vibrations spirituelles positives
vont transiter pour aller vers votre âme. Et j'ai expliqué la fois dernière en disant les modes que les sorciers utilisent. Beaucoup de personnes, par exemple, lorsqu'ils dorment dans leur sommeil, ils vont sentir que leur tête s'alourdisse. Ou bien ils vont sentir qu'il y a une force, une pesanteur qui vient, qui les appuie. D'autres personnes vont sentir que vraiment, en pleine journée, qu'ils marchent dans les toits d'araignée. Là, comprenez simplement que le blocage est en train de s'installer dans votre vie. Pour des gens, par exemple, qui sentent des pesanteurs et quelque chose les appuie dans leur sommeil ou bien leur tête s'alourdit, la plupart du temps, quand vous vous réveillez, vous allez voir un gecko à côté ou bien un cancrela ou en tout cas un animal bizarre que vous allez voir à côté de vous. Qu'est-ce que le gecko est en train de faire? Le gecko n'est rien d'autre qu'un véhicule que le sorcier a emprunté pour s'approcher de vous, maintenant pour se mettre dans sa prière. Et cette prière-là, c'est une prière qui génère des sédiments spirituels qui vont essayer de boucher vos pores spirituels. Et quand vos pores spirituels sont bouchés, vous devenez inerte, vous devenez un farfelu. Aucun signal spirituel de bénédiction ne va sur vous. Par conséquent, votre âme ne respire plus. Et si votre âme ne respire plus, rien ne marche plus pour vous. Alors, que faut-il faire? Quand j'ai parlé de sorcellerie, oui, il y a aussi le gris-gris qu'on appelle le beau. On peut t'envoyer un type de beau qui va boucher tes pores spirituels. Alors, à part le beau, on peut utiliser aussi le vaudou pour boucher vos pores spirituels. On peut dire à tel type de vaudou que c'est vous qui avez recommandé ce qu'il n'aime pas. Et ce type de vaudou peut se révolter contre vous en bouchant vos pores spirituels. Ce sont les 4 procédures. Alors, lorsqu'on connaît... Est-ce qu'il y a également 4 procédures pour débloquer? Non, il y a bizarrement 4 procédures pour débloquer. Et vous avez posé la question par surprise. La première procédure, c'est quoi? C'est consommer le produit Azedumi. Quand je parle de Azedumi, c'est un créatif que nous avons inventé en utilisant des plantes et un type de créatif de liane que nous avons mis ensemble. Et lorsque vous prenez Azedumi, cela ne veut pas dire que vous devenez plus puissant, plus fort que le sorcier, mais vous devenez un indésirable pour le sorcier. Le sorcier ne s'intéresse plus à vous. Il vous trouve comme un farfelu. Et il n'a plus un centre d'intérêt vers vous. Vous n'êtes plus dans sa chaîne alimentaire. Ça, c'est pour la sorcellerie, ça. D'accord. Et aussi, lorsque vous prenez Azedumi, par exemple, si le sorcier vous a déjà attaqué et vous prenez Azedumi, c'est que vous venez de vous empoisonner pour le sorcier. Et c'est comme vous êtes devenu du gari dans lequel on a mis du sable. Il ne s'intéresse plus à vous. D'accord. De la même manière, quand vous prenez le comprimé Azedumi, par exemple, personne ne peut plus vous donner la vibration de la sorcellerie. Lorsqu'on vous donne ça, votre algorithme ne prend pas cette vibration négative qu'on utilise pour aller tourmenter d'autres personnes ou rendre heureuses d'autres personnes. J'ai parlé d'Azedumi. Ça, c'est la phase préventive pour que le sorcier n'ait même pas l'impression d'utiliser son véhicule pour venir, vers vous pour boucher vos pores spirituels. Mais lorsque les pores spirituels sont déjà bouchés, oui, alors, il y a des types de savons qu'il faut utiliser. Moi, je dis, c'est idiot, par exemple, d'aller acheter un parfum de chance, un savon de chance, et commencer par le passer alors qu'on a son port spirituel bouché. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle Adigan, là. Et comment on appelle la puce. Les caltus. Les caltus. Les caltus sont rentrés en vous. Et vous utilisez Zoro, une pommade, et vous passez sur le corps. Ça ne sert à rien. C'est de la même manière que vous avez les maux de ventre et vous passez une pommade sur le ventre. C'est exactement ça. Ouais. Vous devez utiliser un type de savon qu'on appelle Kantoutou. C'est un savon de déblocage. C'est un savon qui sert à ouvrir vos pores spirituels. Et si vos pores spirituels ne sont pas ouverts, vous pouviez faire n'importe quel type de prière. La plupart de ceux qui souffrent de problèmes de blocage, vous allez entendre que c'est après 7 ans comme ça que naturellement les pores s'ouvrent. Dans nos recherches, c'est ce que nous avons constaté. Mais lorsque vous utilisez le savon Kantoutou durant 21 jours au minimum, je vous ai dit, la pathologie spirituelle la plus compliquée à traiter, c'est le blocage. Là, ça va ouvrir vos pores spirituels. Et lorsque vos pores spirituels sont ouverts maintenant, les pores sont en mesure de capter les 2 types de vibrations. Vibration négative et vibration positive.
Mais comment il faut faire pour capter que des vibrations positives? Lorsque vous captez des vibrations positives, c'est vous-même qui attirez ces vibrations. On dit les pensées déterminent les faits. Mais là, c'est un type de traitement encore. Il faut utiliser un type de savon qu'on appelle méga savon. Méga savon, ça vous permet d'attirer, de concrétiser les types de pensées que vous avez. Si nous avons pu fabriquer ces choses, j'ai dit tout à l'heure que le sorcier peut utiliser un véhicule pour venir vers vous, pour prendre des informations auprès de vous. Nous avons fabriqué aussi un produit qu'on appelle Kledjegbe. Kledjegbe, c'est une poudre que vous devez mettre sur votre parcelle. Par exemple, vous voulez construire, la plupart des gens, vous avez constaté qu'ils veulent construire une maison, ils démarrent, ça devient un éléphant blanc. C'est que le sorcier est venu miner la parcelle. Mais lorsque vous mettez Kledjegbe, qui est une poudre, sur cette parcelle-là, aucun animal disposant de vibrations sorcelériennes ne peut s'aventurer dans les 25 mètres carrés de ce produit-là. Ouais. Lorsqu'un animal dispose de cette vibration et rentre dans ce champ-là, l'animal est paralysé. C'est ce qui fait que vous allez constater parfois qu'on dit que bon, les gens viennent d'arrêter un sorcier, on l'a trouvé, il est devenu nu, il a échoué. Allez-y dans votre question. Alors, lorsqu'on vous entend, est-ce qu'on peut dire que tout ce qui arrive à l'homme a forcément une connotation spirituelle? Est-ce que parfois il n'y a pas des probabilités existentielles qui j'allais dire, se révèlent à nous? Voilà. C'est-à-dire, par exemple, j'ai peut-être 5 millions dans mon compte, ou bien peut-être 15 millions dans mon compte, et au lieu de faire des enquêtes pour voir est-ce que je peux construire ce que j'ambitionne construire, je démarre le chantier avec mes 15 millions, je vois qu'un coup de route, les 15 millions sont finis, alors que je n'ai pas autre chose d'entrée d'argent. Bon, je vous dis quelque chose. Aujourd'hui, maintenant, quand on veut construire une maison, on peut déjà savoir au millimètre près combien ça peut coûter. Mais la plupart du temps, ce n'est pas le problème, ça. Ce n'est pas le coût du bâtiment. Le monsieur commence le bâtiment. Et pendant qu'il a commencé le bâtiment, c'est en ce moment que son enfant est tombé malade. C'est en ce moment que, oui, ses activités ont commencé par foirer. Et finalement, il n'arrive plus à atteindre l'objectif. C'est de cela que nous parlons. C'est de cela que vous parlez. Voilà. Alors, tous les produits que vous créez pour la plupart du temps, puisque si on doit se référer à la médecine traditionnelle et moderne, il y a quand même des instances supra qui supervisent et authentifient les produits qui sont fabriqués. Ouais. À votre niveau, quelle est l'instance là? Oui, mais il y a beaucoup de structures. Vous savez, si vous n'avez pas l'AIMM, il y a des structures qui sont des structures de la médecine moderne. Et ces structures, pour la plupart du temps, d'accord, essaient de voir le degré de toxicité de ces produits-là. Ouais. Et lorsque vous prenez par exemple un produit comme Azedoumi, c'est testé. Et ce produit, par exemple, vous pouvez prendre même 10. Ouais. Ça n'aura pas un effet outre que le seul que ça a sur vous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Azedoumi, par exemple, ça se prend une seule fois à vie, accompagné de l'eau de mer. Lorsque vous lavez le savon Kantountoun dont je parle là, c'est comme les savons à coton ordinaires, les savons de Ghana que nous utilisons. Nous n'y mettons pas, comment on appelle, d'additifs chimiques. Oui, mais en dehors des additifs chimiques, est-ce que à votre niveau, entre tradipraticiens, vous ne pensez pas à une instance qui soit à même de contrôler la qualité de ce qui est fait? Parce que ce que la plupart des citoyens ordinaires reprochent à nos tradipraticiens, à nos prêtres de foi et autres, c'est que celui vers qui on est estimé venir pour avoir le bonheur, pour avoir l'argent, si on peut le dire ainsi de façon vulgaire, on le voit lui-même pratiquement dans une précarité. On se pose des questions pour savoir est-ce que réellement il est à même de faire? Est-ce que réellement ce qui est fait, c'est du bon, c'est du vrai? Aujourd'hui, avec l'expansion des réseaux sociaux, on voit plein de personnes sur les réseaux sociaux dire qu'ils donnent des recettes, dire des choses pour appeler, laissent des contacts de façon vulgaire, alors qu'au temps de nos parents, ce n'était pas ça. Alors, comment vous organisez à votre propre sein pour que véritablement les gens puissent savoir que, ah non, ça c'est du sérieux, ce n'est pas une opération de braquage de fonds? Vous avez posé plusieurs questions là. Oui. La première des choses, comprenez que l'État est régulateur. Et l'État dispose de ces instances qui servent à doser et à vérifier tout ce qui se fait. Il revient à la ressource humaine s'occupant de la prospection de la culture africaine, de sa promotion, de se conformer à ces règles pour mettre des produits de qualité sur le marché. Par ailleurs, vous avez posé une question pour dire que,
oui, la plupart du temps, vous allez chez des tradis praticiens. Et non, pas moi, bon, les citoyens, ceux qui les oui, mais je dis la plupart du temps, oui. Les gens vont chez les tradis praticiens. Et celui qui est censé leur apporter des solutions est dans une précarité, c'est un proverbe yoruba que j'interprète comment. On dit celui qui a dit qu'il va te coudre un habit, il faut voir quel type d'habit il lui-même porte. C'est explicable. Je vais vous l'expliquer. Suivez mon regard. Vous voyez, la plupart de ceux qui sont ces tradis praticiens-là, quand vous allez chez eux, vous allez constater qu'ils sont dans des hameaux, dans des lieux insalubres. Et eux-mêmes n'ont pas des moyens. C'est normal que ça se passe comme ça parce que c'est des gens qui utilisent trop le produit que nous appelons glo. Vous connaissez le glo, c'est-à-dire des antiballes. Et lorsque vous utilisez des antiballes, alors cela bouche vos pores spirituels. Les antiballes empêchent les vibrations d'aller vers vous. Donc vous estimez qu'il y en a parmi vos collègues qui bouchent même le port spirituel? Justement, lorsque vous dites que, bon, je vais utiliser tel type de produit qu'on appelle glo pour que personne ne m'envoûte, l'idiotie que beaucoup de tradis praticiens commettent, c'est quoi? Lorsque vous fermez vos narines pour que l'oxygène n'entre pas, le CO2 aussi ne va pas rentrer. D'accord. Les glos sont spécialisés dans les bouchages de pores spirituels. Lorsque vous bouchez, les canaux par lesquels des vibrations négatives vont passer pour aller vers vous, sachez que aussi les vibrations positives n'empruntent même plus ce canal-là. Parce que c'est le même canal. Mais comment faire alors pour empêcher les vibrations négatives? Non, ce n'est pas pour les empêcher. Lorsque vous empêchez les vibrations négatives de rentrer en vous, de la même manière, les vibrations positives ne rentreront pas en vous. Donc, il faut laisser. Justement, lorsque vous utilisez un peu glo, et qu'est-ce qui fait qu'ils utilisent glo? Je suppose que c'est moi qui ai mis le monsieur là dans une situation difficile spirituellement. D'accord? Et il est venu chez toi. Et toi, tu veux le délivrer. Quand tu veux le délivrer, moi, je vais chercher à te combattre. C'est comme ça la psychologie de la culture africaine. D'accord? Et le tradit praticien, lui, reçoit beaucoup de personnes à délivrer des pièges que les autres ont mis, des balles que les autres ont mis. Donc, il en reçoit beaucoup. Et pour ne pas encaisser trop de tirs... C'est un démineur. Voilà, c'est un démineur. Lui, il utilise beaucoup glo. Et quand il utilise glo, ça ferme ses pores spirituels. Et quand ces pores spirituels sont fermés, les vibrations positives pouvant apporter une solution spirituelle positive vers lui sont aussi fermées. Et il reste dans la précarité, donc c'est sacerdotal. Alors, pour revenir à la thématique moi, du jour, par exemple, je n'utilise pas trop glo. Quand j'utilise glo, une journée, j'utilise vite les savons de débouchage de pores spirituels pour quand même me protéger un temps et être... Parce que lorsque vous fermez vos narines et vous dites que oui, le gaz carbonique ne va pas rentrer, l'oxygène aussi ne va pas rentrer. Et tout ce qui utilise des vibrations spirituelles pour se traiter, comprenez que ça passe par des canaux spirituels. Ça passe par des pores spirituels. Et lorsqu'on bouche vos pores spirituels, c'est fini. Le blocage s'installe dans votre vie. Et aussi longtemps qu'on ne pourra pas déboucher ces pores spirituels, vous pouvez aller chez le Bokono, consulter le phare. Vous allez constater qu'il y a beaucoup de personnes, quand le blocage s'installe dans leur vie, là, la première des choses que le Bokono leur propose, on dit que, est-ce que tu as fait le phare? Vous me suivez? On lui demande, est-ce que tu as fait le phare? Quand le Bokono lui demande, tu as fait le phare, c'est pour l'aider à se connaître. Peut-être qu'il viole ses propres totems. Et en violant ses propres totems, cela génère des sédiments spirituels qui bloquent sa vie. Donc, il tente lui apporter cette solution. Même s'il fait le phare, le déblocage, ce n'est pas systématique. Il n'y a jamais eu de déblocage systématique. Mais lorsque vous utilisez, par exemple, un principe, Azedoumi, vous contrecarrez la sorcellerie, vous empêchez la sorcellerie de s'intéresser à vous. Deuxième chose, vous tentez à ouvrir vos pores spirituels. Et si vous finissez d'ouvrir vos pores spirituels, si vous allez chez le pasteur et il lit ses versets, pop, ça marche. Pop, ça marche. Alors, avant-dernière question, Majesté Diomousso. Alors, comment promouvoir les valeurs endogènes et culturelles à travers la biopharmacie? C'est d'abord une forme d'émancipation. Et tant que l'Académie de la culture africaine n'est pas créée, il serait difficile. Lorsqu'on parle de nos valeurs culturelles et endogènes, les gens se pensent beaucoup plus
au domaine spirituel. Non. Notre culture regorge d'inventions. Notre culture est riche. Et notre culture a une forme d'expression dans le domaine des 5 besoins fondamentaux. Que ce soit se nourrir, nous devons promouvoir nos valeurs nutritionnelles, nos valeurs endogènes nutritionnelles. Que ce soit dans le domaine vestimentaire, nous devons promouvoir nos valeurs vestimentaires, nos valeurs de logement, nos valeurs de soins et nos valeurs d'instruction. Mais malheureusement, la culture africaine, si vous voulez, béninoise, reste dans une situation précaire. Et cette situation précaire, c'est qu'elle se focalise simplement sur le traitement spirituel, le traitement sanitaire. Alors que le domaine, le champ est vaste. L'Oritrab, par exemple, est une structure qui va animer toutes les formes. Parce que les besoins fondamentaux, il y a se soigner dedans. Mais notre culture, vous allez constater qu'aujourd'hui, quand on parle de promotion de valeurs culturelles et endogènes, on ne parle que du vaudou, on ne parle que du beau, on ne parle que des danses culturelles et autres. Là. Tout ça là concourt à de la spiritualité qui a un rapport avec la médecine traditionnelle. Et les autres départements de la vie. Nous les avons laissés abandonnés aux Européens. Non, c'est pas bien, c'est pas honnête. Vous faites allusion à quel département là? Mais lorsque vous prenez les besoins vestimentaires, mais notre culture doit promouvoir son domaine vestimentaire. Mais vous voyez, je suis en Agbada, non? Mais le tissu là, c'est tissé au Bénin ici. D'accord. Et c'est quand nous allons commencer par nous consommer. On dit que le Chinois consomme chinois. Mais le Béninois, lui, ne veut pas consommer béninois. Il veut consommer un autre. Comment on peut se développer comme ça? Nous devons créer l'académie de notre culture et que notre intelligentsia doit faire la prospection de notre culture pour y sortir des inventions qui constituent des solutions aux différents problèmes que la nature nous impose. Et là, notre marché intérieur doit constituer d'abord notre production intérieure brute, qui va accroître notre production intérieure. Nous devons pouvoir régler nos problèmes dans notre culture d'abord et l'excédent va commencer par faire accroître notre économie. On va parler de croissance. Mais on ne parle pas de croissance lorsqu'on reste sur place. La croissance ne veut pas dire quand on consomme ce que les autres ont fait. Nous sommes les descendants de nos ancêtres. Nos ancêtres ont vécu par des mécanismes, des procédures, des méthodes de satisfaction des 5 besoins fondamentaux qui sont se nourrir, se loger, se vêtir, s'instruire, se soigner. Mais pourquoi aujourd'hui nous autres, nous abandonnons ce que nos aïeux nous ont laissé au lieu de perfectionner, au lieu d'améliorer, au lieu d'utiliser les pléthores d'étudiants qui sont par exemple à l'université d'Abomey-Calavi à se pencher à la prospection de leur culture pour y sortir des inventions et donner de la valeur aux différents minéraux qui sont dans leurs environnements pour aller au développement. Nous nous contentons que ça. Et on ne peut pas régler tous les problèmes avec l'Occident. Il y a des problèmes qui sont nés de notre culture. D'accord. Par exemple, le type de blocage dont je parle maintenant, ce n'est pas un type de blocage souvent créé dans la culture occidentale. Au niveau dans la culture occidentale, est-ce que vous entendez les gens parler du type de sorcellerie dont nous parlons? Les gens n'en parlent pas. Ils ne parlent pas, par exemple, de beau ou de gris-gris. Ce n'est pas dans leur culture. Non, n'attendez pas que la médecine moderne vous aide à régler quelqu'un qui souffre du problème de la sorcellerie. Et je dis, à Zedoubi, par exemple, tous les Africains, tous les Béninois doivent apprendre parce que la sorcellerie, l'aptitude que dispose une personne pouvant rendre malheureuse ou heureuse une personne là, est dans toutes les familles. Et lorsqu'un Africain a des problèmes, la première des choses qu'elle doit interpeller, ce n'est pas le paludisme, c'est la sorcellerie. Elle est développée en Afrique. C'est notre don. Et l'Afrique, si elle doit se développer par la sorcellerie. Malheureusement, nos sorciers souffrent d'une pauvreté morale et utilisent leur génie, leur savoir dans la négation. Alors qu'on peut l'utiliser. La sorcellerie n'a qu'une capacité de destruction, n'a qu'une aptitude de destruction. Alors, mais si on a une aptitude de destruction, on peut utiliser cette aptitude de destruction pour construire. Pour construire. Parce que pour construire la cité, il faut détruire les arbres qui sont là. Mais en détruisant les arbres, c'est qu'on est en train de orienter la force ou l'énergie sorcellérienne dans la positivité. Et je voudrais aujourd'hui dire à vos téléspectateurs que... Oui, pour finir. Pour finir que
Majesté Dioma Mousso, nous sommes experts dans les déblocages de situations sociales. Je ne parle pas de situation sanitaire. D'accord. Sur le plan sanitaire, nous allons parler des beaux pharmacies. D'accord. Mais sur le plan social, ceux qui ont des difficultés, par exemple, et le blocage s'est installé dans leur vie, ceux qui ont violé des lois de la nature, ceux qui ont été ensorcelés, maraboutés, à qui on a envoyé des types de gris-gris, et ça a installé le blocage dans leur vie. Ça a bouché leur port spirituel. Dans notre tradition, il y a des solutions. Il y a une solution, et la solution la meilleure, l'efficace, que les tradis praticiens doivent comprendre, et ils doivent aller encore à l'université de ça, c'est de découvrir les canaux spirituels et les ports spirituels. On ne peut jamais traiter une pathologie spirituelle à une personne qui a ses ports spirituels bouchés si on ne débouche pas ses ports spirituels. C'est comme vous voulez qu'un sourd entende et vous ne lui enlevez pas les bouchons de cérimène ou bien le truc qui a bouché ses oreilles. Mais le monsieur a ses oreilles bouchées et vous criez, vous dites fire, fire, fire. Fire va passer par où pour atteindre son âme? Vous allez regarder droit dans la caméra et dire un mot à l'endroit de tous ceux qui vous ont suivis. Oui, je voudrais dire aujourd'hui aux téléspectateurs que c'est possible de débloquer les situations sociales. Je voudrais dire à la ressource humaine africaine que tous les problèmes que nous avons ont une solution dans notre culture et que les solutions africaines aux problèmes africains, il revient à la ressource humaine africaine de créer l'Académie de la culture africaine, de faire l'exploration et la prospection de la culture africaine pour y sortir des inventions qui constituent des solutions aux différents problèmes que la nature nous impose. Merci. Merci à vous, Sa Majesté Dioma Mousso. Chers amis internautes, on retient de cet entretien que l'invité à l'entame de ses propos nous a défini l'ORITRAB. Il nous a expliqué un peu le champ d'action de la dite organisation. Il nous a parlé de la beau-pharmacie. Il nous a fait savoir c'est quoi un beau pharmacien. Il a défini cela. Il a également expliqué un peu tout ce qui y concourt. Il souhaite que l'on obtienne dans toutes les pharmacies des produits issus de la médecine locale. Il a argumenté dans ce sens. Il a fait savoir également qu'il souhaite une émancipation des tradipraticiens. Il a également vanté au cours de cet entretien les mérites de la médecine traditionnelle qui est très efficace à travers divers produits. Il a eu à inviter à la formation des auxiliaires en beau-pharmacie à l'effet que dans les jours à venir ou les années à venir, on puisse avoir des beaux-pharmacies qui existent un peu partout sur le territoire national et également sur toute la planète Terre. Il nous a parlé des concepts de blocage et de déblocage. Il a largement expliqué cela. Il a parlé des ports spirituels, des vibrations positives et négatives. Il a également argumenté largement dans ce sens et nous a démontré que lui, il est un expert en question de déblocage et de déblocage, pour être plus précis, pour ne pas être négatif. En fin d'émission, il souhaite la création de l'Académie africaine pour la promotion des valeurs endogènes et culturelles, évidemment la thématique sur laquelle nous avons eu à échanger. J'espère que j'ai récapitulé plus ou moins. Vous avez souvent eu l'art de résumer de façon très succincte tout ce que nous avons eu à faire. Merci beaucoup pour le talent. Merci à vous, Majesté Dioma Mousso. C'était un plaisir de vous avoir eu à l'état civil Yves Novillon-Baguidi. Vous êtes biologue, beau-pharmacien et président de l'ORITRAB, l'organisation des intellectuels traditionnels du Bénin. Merci à vous, merci d'être passé. Merci également à vous, chers amis internautes. Nous sommes dimanche. Prenez le rendez-vous du JT des JT. Du JT des JT, ce sera ce soir à 19h sur ESAE TV. Bonne suite de programme sur ESAE TV.